Est-ce que vous pensez qu'il pourrait avoir au Sénégal, toujours dans la même logique, hein, bien entendu, une élection présidentielle, la prochaine, bien entendu, sans Ousmane Sonko? Ça, c'est une question pour un grand champion. Ça, c'est une question à 1 million de dollars. Je me pose des questions, mais je pense, à mon avis, que pour aller vers un Sénégal apaisé, un Sénégal qui renaît de ses cendres, il faudra donner la chance à tous ceux qui ont la capacité morale, financière, matérielle, juridique et autres, de participer aux élections. D'ailleurs, les élections, pour qu'elles soient conviviales, n'est-ce pas, et fraternelles, il ne faut pas empêcher les gens d'y aller. Mais est-ce que vous pensez également la justice sénégalaise peut continuer jusqu'à, par exemple, ordonner son arrestation? À mon avis, je pense qu'il va surtout pas pousser le bouchon très loin. Il faut surtout pas pousser ce bouchon-là très loin. Je veux dire par là quoi? Le président Ousmane Sonko a été, de tous les temps, en tout cas depuis 2 ans déjà, embastillé dans des accusations fallacieuses de viol. Tout le monde était, et nous, moi-même y compris, j'étais quand même un peu réticent. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Droit de savoir qui porte sur la situation au Sénégal. Le calme semble revenir, mais les questions de fond demeurent, notamment la condamnation d'Ousmane Sonko, condamnation qui le rend inéligible pour la prochaine élection présidentielle de 2024 au Sénégal. Les enjeux politiques et géostratégiques, quel avenir pour la démocratie sénégalaise? On en parle aujourd'hui avec El Hadj Souleymane Abzat, président du mouvement patriotique de la jeunesse panafricaine. Il est aussi un passionné des questions de sécurité. Bonjour Hamzat. Bonjour, cher frère Périn. Bonjour voilà, monsieur David de la technique, n'est-ce pas, un expert en la matière. Et surtout, bonjour à la galaxie patriotique que je n'ai pas eu depuis 6 mois. Ça fait 6 mois que je n'ai pas fait un plateau de télévision. Je suis heureux d'être sur PRV TV, n'est-ce pas, qui m'accueille toujours avec joie, bonheur, et beaucoup d'amour, n'est-ce pas, sur des thématiques surtout liées à la recherche de la vérité, n'est-ce pas, aux zones ténébreuses qui, ma foi, méritent lumière. Et je pense que votre télévision est l'une, parmi tant d'autres, n'est-ce pas, l'une des meilleures dont les Africains devraient s'appuyer. En tout cas, merci Hamzat de votre disponibilité pour cette interview. Alors, commençons par la sécurité dans la sous-région ouest-africaine, notamment au Mali. Le Mali qui se prépare, comme vous le savez, pour un référendum le 18 juin 2023. Peut-on penser que le pays est assez sécurisé pour tenir un tel rendez-vous électoral, le chronogramme présenté par la transition malienne? Ben, écoutez, au constat, nous remarquons que le Mali a définitivement mis son armée sur pied et a reconquéri, disons, la plupart des territoires qui nous semblaient ténébreux. Quand je ne parle pas de territoire ténébreux, je parle un peu plus du nord, de ça, de Kidal et autres, hein, des zones qui, ma foi, à l'époque étaient inaccessibles, même aux autorités, voire même le chef de l'État. Aujourd'hui, l'armée a pris ses responsabilités. Le chef de l'État lui-même en la Assimi Goïta, le ministre Sadio Camara de la Défense et les autres, surtout le peuple malien qui a dû faire d'énormes sacrifices pour que cette armée-là soit formée, rééquipée de nouveau et surtout mise en capacité opérationnelle de défendre le territoire. Bon. Pour ce qui me concerne,
Et ce qui concerne les constats que je fais de la situation sécuritaire, oui, aujourd'hui, le Mali peut aller à ces référendums-là. Et je m'explique. Préalablement, le gouvernement avait lancé, n'est-ce pas, une mobilisation de tous les groupes, qu'ils soient djihadistes ou non. Et rassurez-vous, ou du moins rappelez-vous, sur notre dernière émission, qui datait de décembre, je crois, il y avait le groupe Diyad Agali et d'autres là qui sont retrouvés dans le nord du Mali pour prendre des dispositions, n'est-ce pas, face à la tenue de ce référendum-là. Il s'avère qu'aujourd'hui, les âmes crépitent de moins en moins dans le Mali. C'est un exploit et cela nous permet de dire à tout point de vue, à tout égard, surtout du point de vue sécuritaire, que le Mali peut aller tranquillement, en tout cas pour la majorité du territoire, n'est-ce pas, vers ce référendum qui était attendu et n'oubliez pas, qui faisait partie des exigences de la communauté internationale, dite internationale. Alors, pour moi, oui, le Mali peut y aller à ce référendum-là. Je pense que les Maliens se sont préparés pour. Ça fait trois ans que ça dure. Je pense que le moment est venu d'aller vaquer à nos obligations citoyennes. Oui, pour redonner aussi la garantie à tout le monde, à toute la communauté internationale. Alors, à quelques 3 jours seulement de l'annonce de ce référendum au Mali, l'armée malienne a été accusée par l'ONU de graves violations de droits de l'homme dans cette affaire dite de Moura. Un rapport fondé sur les images satellitaires selon le gouvernement malien qui a très vite réagi, accusant d'ailleurs l'ONU d'espionnage, d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État malien. Que vous inspire d'abord ces accusations de l'ONU contre l'armée malienne à pratiquement quelques jours, j'allais dire, du référendum dont on a fait état tout à l'heure? Ben, écoutez, je vais déjà vous citer un dicton qui vient d'ailleurs de manière progressive d'abord en premier du président Ahmed Sékou Touré de la Guinée, qui disait que le jour où vous me verrez applaudi par l'Occident, sachez que je vous aurai bien vu. Et Jerry Rawlings, qui dit le jour où vous me verrez accusé par ceux qui nous imposent l'impérialisme international, sachez que le Ghana n'existe plus. Alors, si d'autre part, euh, on n'est pas du tout applaudi par l'ONU et les instances que vous connaissez, certainement que nous sommes en pleine contradiction avec eux. Et il faut pas oublier non plus que le Mali, depuis un certain temps, a décidé de répondre du tac au tac. La loi du talion a été mise en exergue. Et le ministre Abdoulaye je veux dire le ministre d'État, celui qui remplaçait le premier ministre de l'époque, n'est-ce Abdoulaye pas, Maïga. Abdoulaye Maïga, exact, l'a dit, n'est-ce pas, à la tribune de l'ONU, que désormais, ça va être œil pour œil, dent pour dent. Vous giflez, on gifle. Vous attaquez, on attaquera. Je pense que dans cette logique, le respect va s'imposer. Et le Mali mérite bien que ce respect-là s'impose pour plusieurs raisons. Un, il a dit le président Assimi Goïta, la souveraineté malienne n'est pas négociable. La dignité malienne n'est pas négociable. Et encore moins, le refus du dictat n'est pas négociable. Donc, ceci étant, souffrez que ces organisations-là se retrouvent un peu dans le scénario du coq égorgé. Ouais, quand vous égorgez un coq, là je vous parle en termes en langage africain, et ne l'empêchez quand même pas de battre des ailes et pieds. Donc, l'échec de ces organisations-là au Mali est évident, un échec total, patent, n'est-ce pas? Il est visible, même pas les aveugles. Et ceci étant, voir le Mali sonner le glas du référendum est pour eux un aveu d'échec en ce sens-là que le Mali aujourd'hui, qu'on ne voit pas pouvoir entraîner ses soldats
non seulement l'a fait, continue de payer malgré tous les embargos qui lui sont imposés, n'est-ce pas, les fonctionnaires. Le Mali respire, il y a de l'électricité, il y a de la joie dans le Mali et de moins en moins des coups de feu. Et nous voilà en train maintenant de prendre le chemin d'une véritable démocratie, si tel qu'on peut l'appeler ainsi. Alors, le référendum étant un acte constitutionnel, il est normal que tout citoyen malien se sent concerné par cela et veille à la réussite des électeurs que nous appelons de toutes nos forces. Alors, donc, pour vous, la condamnation, j'allais dire les sanctions imposées aux deux hauts responsables de l'armée malienne, comment vous interprétez cela? C'est une vue de l'esprit, cher ami. C'est une vue de l'esprit. Je vous ai dit, quand tu es un peuple, ne l'empêchez pas de battre de l'aile et des pieds. Ils ont échoué sur toute la. Et d'ailleurs, nous le reconnaissons, ils en sont des spécialistes en la matière. Ils ne rêvent que de sanctions. Ouais, ces gens-là, même face au miroir, en se rasant, ils pensent qu'aux sanctions. Et souvent, pour la plupart des cas, des sanctions qui n'ont ni tête ni queue, qui ne tiennent même pas, qui ne sont ni applicables par les institutions auxquelles elles représentent elles-mêmes. Je ne veux pas vous donner le cas d'un géant qui est frappé de sanctions depuis, mais qui vit mieux que ceux qui aujourd'hui lui appliquent ces sanctions. Donc, ces responsables à qui on impose cette sanction-là, rendez-vous compte, ce ne sont pas, des responsables qui vivent en Occident et qui, encore moins, depuis l'affaire de la Guinée équatoriale, je vous parlais de ce qu'ils ont appelé et nommément cité les biens mal acquis, mais personne ne prend plus son argent pour aller investir dans ces pays-là. Je préfère aller mettre mon argent au Kenya, Côte d'Ivoire, Burkina, en Ouganda, que d'aller verser mon argent en Europe. Ça a été une leçon, n'est-ce pas, tirée de toutes parts. Et par conséquent, franchement, mettre des sanctions financières sur des gens qui n'ont même pas un petit compte bancaire, même postal, ou mettre des sanctions économiques pour des gens, pour un pays qui, je veux le terroir de l'or, franchement, c'est une vue de l'esprit. Je pense que ces Évidemment, donc relations vous sont. dites c'est une vue de l'esprit. Venons-en donc à la situation du Sénégal avec bien sûr la répression meurtrière à la suite de la condamnation à 2 ans de prison ferme du principal opposant Ousmane Sonko pour corruption de la jeunesse. Après avoir poursuivi cet opposant sénégalais pendant pratiquement 2 ans pour viol et menaces de mort, et finalement, la justice sénégalaise n'a rien trouvé sur ces 2 premiers chefs d'accusation au point de condamner Ousmane Sonko pour corruption de la jeunesse. Déjà à ce niveau-là, comment avez-vous perçu d'abord la nouvelle et qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de cette condamnation? Ouais, euh, toute lecture faite, on a comment l'impression que le Sénégal se répète dans la bêtise. Excusez-moi le terme, je pèse mes mots. Le Sénégal se répète dans la bêtise. Remontez à la fin du mandat du président Abdou Diouf et vous vous rendez compte qu'il y a eu une passation, mais dans les règles de l'art. Quelque chose qui est souhaité, comme nous l'avons vu tout dernièrement au Nigeria. Mais depuis l'installation du président Abdoulaye Wade, vous avez vu comment son mandat a fini. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il s'est fait que, avant que le président Abdoulaye Wade ne cède dossier, il a fallu batailler. Mais les germes de cette bataille-là n'ont pas été occultés. On n'a pas veillé à s'éloigner et faire en sorte que ce qui nous a frappé ne nous frappe après demain. Et voilà, le même scénario se reproduit avec son pot sous le président Macky Sall. Les mêmes choses, les mêmes dictats, le même langage, les mêmes mouvements. Souvenez-vous, le président Macky Sall avait dit que si le président Abdoulaye Wade ne quittait pas le pouvoir à date,
mais que le peuple ira au palais le déloger. Voilà, c'est le même scénario que vous avez là. Constitutionnellement, il a 2 mandats à faire, pas 3. Et vous voyez, se pose en troisième point la problématique des troisième mandats. Et je vous ai dit ici, moi personnellement, je ne suis pas démocrate. Je suis un panafricaniste pragmatique. Je fais en fonction de ce qui a sur le terrain pour permettre à la nation d'avancer. Et quand vous vous rendez compte, sur le plan constitutionnel, on tripatouille les constitutions. On met des verrous sur les opposants. On les embastille. Et le Sénégal est devenu, après, bien sûr, après la Côte d'Ivoire, qui s'est légendaire, tristement, légendairement, n'est-ce pas, mise en scène à la face du monde, le Sénégal est en train d'emboîter le pas à des attitudes, n'est-ce pas, qui sont néfastes, copiées de la Côte d'Ivoire. Je veux parler du régime particulier. Oui, pardon, Hamzat, qu'est-ce qui peut expliquer ce recul de la démocratie au Sénégal? Ce pays, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avant réputé de grande démocratie en Afrique, stable dans la zone Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui peut expliquer ce recul? À mon avis, 2 paramètres très importants. Un, l'orgueil et la soif du pouvoir, d'une part. Et de deux, n'est-ce pas, le potentat international. Ceux qui sont derrière, qui attisent le feu et qui ont, n'est-ce pas, la spécialité, n'est-ce pas, de manipuler nos constitutions, de proroger les mandats de certains présidents. Et nous les connaissons tous. Donc, vous voyez, ces 2 paramètres-là, si je commence par le premier, écoutez, il faut déjà se mettre dans la tête qu'il faut une certaine éducation politique. Vous voyez, on crée des partis politiques en Afrique, mais rares sont ces partis-là qui ont des congrès, qui vont véritablement dans ce qu'on appelle les universités de partis, où on explique la démocratie, on explique comment le citoyen doit se comporter. On va dans le cadre des élections, on dépouille en quelque sorte tous les paramètres pour concourir à la paix, la quiétude et la bonne gestion de la cité. Mais on le fait pas. On crée un parti pour avoir le pouvoir. Et une fois qu'on a le pouvoir, terminé. On vient, on se pose, c'est devenu un dictat, qui plaît d'ailleurs par l'opposition, laquelle opposition, malheureusement, se trouve embasillée. Et là, je une petite parenthèse avant de sauter sur le deuxième point. Prenons le cas du Sénégal. Ça remonte depuis le fils Ouad. Ensuite, il y a eu l'ancien maire de Dakar, n'est-ce pas? Oui. Il y a eu il y en a beaucoup comme ça qui ont été embastillés, j'étais en prison. Tant que vous ne répondez pas, n'est-ce pas, au dictat du gouvernement Macky Sall, ben écoutez, la porte de la prison vous êtes ouverte. Et enfin, le deuxième point, qui est celui-là de ceux qui attisent, n'est-ce pas, le feu et qui viennent jouer les pompiers. Je vous parle de ces pays-là qui, résolument, ne veulent pas changer leur manière de s'asseoir et qui ont pour dictat, n'est-ce pas, d'imposer à ces chefs d'État-là qu'ils ont placés par des manières qui leur sont propres, n'est-ce pas, la continuité dans les actions de la cité. Souvenez-vous, le maréchal du Tchad, feu maréchal du Tchad, disait à son époque qu'il était assis quand on lui a envoyé quelqu'un qui ne connaissait ni Dada ni Dev, qui est venu trouver la condition pour lui empêcher de quitter la scène politique. Mais ce ne sont pas des choses cachées. Ça se passe sous nos yeux, chers frères. Tous ces scénarios-là sont connus, en tout cas Tout à des fait. hommes avertis comme nous. Donc il faille désormais que les peuples sachent choisir leur vie. J'espère et je prie que les choses vont se faire dans les règles de l'art Sénégal, que le président Macky Sall va prendre un peu de la hauteur et savoir dire à ceux qui le poussent dans ce genre de scénario, écoutez, arrêtez. Après tout, le Sénégal, c'est pas vous, c'est moi. Si ça brûle, j'ai mes parents ici, j'ai tout ici, je suis sénégalais, vous non. Donc, à un moment donné, il faut savoir dire stop et remettre les pendules à l'heure. Alors, nous parlions tout à l'heure des accusations portées contre l'armée malienne par l'ONU
pour violation, disait-elle plutôt, des droits de l'homme. Alors, cependant, face à la répression meurtrière, il faut le dire, au Sénégal, l'ONU n'a pas du tout condamné fermement le gouvernement sénégalais. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, apparemment, Macky Sall lui-même non plus ne s'est pas encore prononcé. Alors, comment interprétez-vous ce deux poids, deux mesures? Au niveau du Mali, on condamne toute une armée pour, entre guillemets, violation des droits de l'homme. Et bon, voilà, un rapport qui avait été fait sur la base des... C'est ce que nous avons compris, c'est ce qu'on nous a dit plutôt, sur la base des images satellitaires. Alors ici, nous sommes en face d'une répression meurtrière. On a vu comment la police sénégalaise a tiré à balles réelles sur les jeunes à main nue, des jeunes qui manifestaient. Et dans le lot, d'ailleurs, il a même été signalé des nervis, la présence des nervis aux côtés de la police. Donc, il y a eu mort d'homme. Alors, beaucoup des jeunes sénégalais sont tombés, mais curieusement, l'ONU n'a rien dit, en fait. Officiellement, l'ONU n'a pas condamné le gouvernement sénégalais. Que vous inspire donc ce deux poids, deux mesures? Je suis très heureux de voir que vous faites une analyse succincte et claire par rapport aux deux. Et vous constatez avec moi, n'est-ce pas, que le gouvernement sénégalais, n'est-ce pas, est resté dans son attitude, n'est-ce pas, jusqu'au boutiste. Mais quand vous prenez de l'autre part les organisations qui devaient condamner cet état de fait, ou ces états de fait, mais, ils sont restés muets pour la simple raison qu'il y a des intérêts en jeu. Vous savez, le pouvoir, la gestion, c'est d'abord la gestion des intérêts. Et si, tant que Macky Sall fera, n'est-ce pas, le jeu des Occidentaux, mais il y aura communiqué, personne ne condamnera pas que ce soit. On a bien vu la tête de Toussaint Kofi décapité en Côte d'Ivoire sous le sceau d'un troisième mandat. Il n'y a jamais eu condamnation de l'autorité internationale. On a même fait de sa tête un ballon de football. Je vous rassure, les images existent. Vous allez sur Internet, vous tapez la tête de Toussaint, vous verrez qu'ils ont fait ça. Ils l'ont décapité. Ils en ont fait un ballon de football sous la recherche du troisième mandat de Ouattara en Côte d'Ivoire. La communauté internationale l'a jamais fait. Ce sont les organisations de l'opposition, des mouvements, associations et autres là, qui sont levés pour dire, mais plus jamais ça. C'est admissible pour une élection qui doit être des moments de joie, d'échange, n'est-ce pas? On se retrouve à s'égorger ou se décapiter, c'est pas la peine. Et enfin, rendez-vous compte que cette communauté internationale, qui, pour des raisons qui lui sont propres, que nous ne maîtrisons pas, un agenda qui, dans la plupart, est souvent caché, ont intérêt à ce que Macky Sall reste en place, puisqu'il a été toujours, il a été toujours vu, du point de vue des Sénégalais, comme étant un préfet de certains États que vous connaissez. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est eux-mêmes qui le disent. Et ceci étant, vous voyez, c'est le premier pays dans des mémoires d'hommes. C'est le premier gouvernement africain que j'ai vu déplacer ses ministres à Paris pour une tenue de conseil des ministres. Vous parlez de quelle souveraineté là? Est-ce qu'il y a une souveraineté pour un pays à qui on impose un conseil des ministres à Paris? Ils prennent un avion pour le faire. L'Afrique fait 30 fois, je ne sais pas, l'Europe, 2, 3 fois la Russie, une dizaine de fois l'Inde. Et on traverse tout ce continent-là pour aller tenir un conseil des ministres à Paris. C'est triste. C'est triste pour mon continent. C'est triste pour les dirigeants que nous avons. Et nous prions, n'est-ce pas, le ciel pour que très rapidement des dispositions soient prises par cette dite communauté internationale pour crier tous les déboires. J'ai constaté hier, à l'issue d'un procès, que certains policiers ont été mis sous les verrous au Sénégal. Des policiers qui ont participé, qui ont été reconnus sur des images à des, n'est-ce pas, des violences mais inouïes sur les populations. Il y en a qui sont déjà condamnés. Heureusement qu'au Sénégal, il y a encore n'est-ce pas,
des juges, des magistrats et des avocats patriotes qui font le job dans un silence de cimetière et qui attendent vraiment le moment venu pour exposer, exhiber les preuves. En tout cas, pour ce qui est de l'essentiel, ce que nous collectons de droite à gauche sont envoyés à qui de droit pour servir, n'est-ce pas, de preuve et de reconnaissance faciale, vocale, et etc., de qui aurait donné l'ordre, qui aurait agi ou qui aurait proféré des menaces. Je pense que le Sénégal doit aller dans ce sens, parce que n'oublions pas, l'Africain a la facilité à copier ce qui est mauvais. Si ça s'est passé en Côte d'Ivoire, que ça se répète au Sénégal, prions le ciel que ça ne nous tombe pas dessus un de ces 4 matins aussi. Alors, mais, Hamzat, face à la situation actuelle, telle que les choses sont parties au Sénégal, pensez-vous que Macky Sall pourrait aller jusqu'au bout de son projet du troisième mandat, même s'il ne s'y est pas encore prononcé officiellement? Ben, écoutez, qui ne dit rien consent. À mon avis, je fais mon analyse de ce point de vue. Alors, s'il dit rien, pour moi, c'est viser un troisième mandat. Sinon, il aurait dit, je ne serai pas candidat. Comme c'est le cas chez moi ici au Bénin. Le président dit, moi, non, je ne serai pas candidat. Mais au cas où il récidivait, là, il serait pris, il serait pris en flagrant délit de ses propres propos. Et ce n'est pas le cas de Macky Sall qui s'est mis dans un silence de cimetière et qui laisse le pays vaciller, n'est-ce pas, dans le désordre. Il en sera certainement le premier responsable. Le deuxième point sur lequel je fais une analyse, c'est que on condamne l'opposition, en tout cas l'opposant le plus farouche pour corruption à la jeunesse. Mais c'est une insulte, pas à l'opposant, mais à la jeunesse, qu'on croit avoir été corrompu. Et vous avez vu le déferlement de cette jeunesse-là dans les rues de Dakar. Ah, elle s'en Oui. est pris à tout. Donc, vous n'allez pas comprendre que la jeunesse supporte, comment il s'appelle, le président Ousmane Sonko mordicus. Non, la jeunesse sénégalaise, et elle l'a dit, n'est-ce pas? Elle s'est sentie insultée par les dirigeants. On lui a coupé Internet, on l'a mis carrément, il y avait des lacrymos qui sifflaient de partout. Ça n'a pas suffi, on est allé au bal réel. Et à un moment donné, on a dû faire le déferlement de l'armée, n'est-ce pas, pour essayer de calmer. Et heureusement, chers frères, que l'armée est sortie au dernier moment pour calmer les populations. Et vous voyez, l'armée était en harmonie parfaite avec les populations. Je ne vous parle pas de la police ni de la gendarmerie qui est tonitruante. D'ailleurs, je vous l'enverrai là, à ce niveau-là, pour que peut-être lors d'un montage, vous la passez, un jeune capitaine sénégalais qui a refuté la méthode, n'est-ce pas, d'interpellation de la police et de la gendarmerie, qui s'est offusqué. On a été entraîné au maintien de l'ordre, n'est-ce pas, et de la sécurité. Ce que vous faites là, vous outrepassez, n'est-ce pas, vos prérogatives. Il y est allé du point de vue technique, stratégique et juridique. Je vais vous envoyer l'article. Ça vous permettra certainement de faire un montage avec. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait avoir au Sénégal, toujours dans la même logique, hein, bien entendu, une élection présidentielle, la prochaine, bien entendu, sans Ousmane Sonko? Ça, c'est une question pour un grand champion. Ah, ça, c'est une question à 1 million de dollars. Je me pose des questions, mais je pense, à mon avis, que pour aller vers un Sénégal apaisé, un Sénégal qui renaît de ses cendres, il faudra donner la chance à tous ceux qui ont la capacité, la capacité morale, financière, matérielle, juridique et autres, de participer aux élections. D'ailleurs, les élections, pour qu'elles soient conviviales, n'est-ce pas, et fraternelles, il ne faut pas empêcher les gens d'y aller. De toute manière, euh, si vous êtes incapable, au bout d'un rouleau, vous lâchez le tablier, hein, vous cédez le tabouret et puis vous continuez la bataille aux côtés de quelqu'un qui est non seulement plus nanti intellectuellement, mais qui en a vraiment la capacité, mais nonobstant que le pouvoir il est divin, il est d'essence divine.
Donc, si quelqu'un décide d'être au pouvoir et que Dieu ne lui en donne pas sa baraka, c'est-à-dire la bénédiction, souffrez avec moi ben, qu'il traîne des années, qu'il n'y arrive jamais. Alors maintenant, nous sommes devant une situation, j'allais dire, les Sénégalais sont devant une situation telle que, puisque vous le savez, et on l'a dit tout à l'heure, Ousmane Sonko a été condamné par contumace pour corruption de la jeunesse. Là encore, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Cela veut dire que il peut être arrêté à n'importe quel moment. Ça, c'est un élément. Et deux, tout à l'heure, je vous posais la question de savoir une élection présidentielle, la toute prochaine, bien entendu, prévue pour 2024, sans Ousmane Sonko. Vous avez démontré que ça sera un peu difficile. Mais est-ce que vous pensez également qu'on peut, la justice sénégalaise peut continuer jusqu'à, par exemple, ordonner son arrestation? À mon avis, je pense qu'il va surtout pas toucher le bouchon très loin. Il faut surtout pas pousser ce bouchon-là très loin. Je veux dire par là quoi? Le président Ousmane Sonko a été, de tous les temps, en tout cas depuis 2 ans déjà, embastillé dans des accusations fallacieuses de viol. Tout le monde était, et nous, moi-même y compris, j'étais quand même un peu réticent. Qu'est-ce qui s'est Oui, oui, passé oui, après pendant là? 2 ans, comme vous le dites, hein, il a été un peu harcelé, s'il faut le dire, poursuivi pour viol et menace de mort. Mais curieusement, à la fin, on vient le condamner pour corruption de la jeunesse. Et donc, vous étiez en train de dire, vous étiez surpris. Surpris, oui, de constater que, voilà, après avoir fatigué autant, on vient nous dire, voilà, que voilà, c'est terminé. Le président Ousmane Sonko est acquitté, serait acquitté des accusations de viol. C'est la preuve qu'il y avait vraiment un complot sur sa tête. Maintenant, quand on passe des accusations, on quitte là, dans un souci d'apaisement. Franchement, pour permettre au Sénégal de rebondir et d'aller sur de bonne voie, quand même, d'où sort encore cette accusation de corruption à la jeunesse? Quand j'ai entendu ça, je suis allé sur ma page Facebook, j'ai dit, mais que les grands juristes, ou nous autres qui sommes Pardon, ignorants, pardon, Hamzat, vous êtes allé sur votre page Facebook, probablement aussi sur Google. Qu'est-ce que Google vous a dit à propos? C'est quoi la condamnation pour corruption de la jeunesse? franchement, je n'ai pas trouvé de réponse. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que demander à la jeunesse de revendiquer cette loi, c'est de la corruption à la jeunesse? Est-ce que demander à la jeunesse de marcher pour appeler à l'alternance, ça peut être de la corruption de la jeunesse? Est-ce que réunir des militants dans un cadre familial, communautaire ou national, c'est de la corruption à la jeunesse? Est-ce que donner quelques sous pour planter un drapeau du parti, le PASTEF ici, ou pour organiser une tribune sur laquelle le président Sonko viendra intervenir, c'est ça de la corruption à la jeunesse? Ou sortons de ce cadre? Est-ce que aller dans un cadre, n'est-ce pas, privé, où il va se faire masser le dos parce qu'il a mal au dos, qui s'offre des services, n'est-ce pas, d'un salon de massage à travers une jeune fille pour recouvrer sa santé en payant? Est-ce que c'est ça qu'on appelle la corruption de la jeunesse? Je voudrais que les grands juristes, les magistrats téméraires que nous avons du droit, viennent nous expliquer ici à la face du monde ce que ça veut dire corruption à la jeunesse. Qu'ils vous souviennent, dans mon pays ici, hein, les élections de 2021, il y a une candidate qui a été condamnée pour avoir donné 15 millions pour réorganiser les structures du parti et faire un certain nombre de choses. Elle a été mise en tôle sous de fallacieuse, n'est-ce pas, accusation de terrorisme. Tous les moyens sont bons pour ceux-là qui sont au pouvoir pour mettre, pour mettre l'opposition en dérision. Donc, moi, aujourd'hui, pour moi, je ne comprends, franchement, cher frère, je comprends que dalle à ce langage juridique. Corruption à la jeunesse. J'aimerais bien que les experts du droit viennent nous dire ce que ça veut dire. Mais je pense que de mes 53, 54 ans, j'ai jamais entendu ce terme-là, que ce soit ici en Afrique ou que ce soit en Occident.
À moins on ne soit en train de réinventer le code pénal, et je prie Dieu qu'il n'en soit pas ainsi, parce que franchement, là, on pousserait à la dérive. Alors donc, on va terminer par cette question. Finalement, vous pensez que ça a été une instrumentalisation de la justice juste pour écarter Ousmane Sonko de la course à la présidentielle? Mais ça se voit, c'est même plus à expliquer. Les démons sont sortis des ténèbres. Maintenant, on les voit clairement. On sait qui sont ceux qui sont en train de mettre le Sénégal en difficulté. Ils disent ni le droit. Après avoir cassé ces véhicules, les stipends de ces véhicules, mais de manière vulgaire, comme un petit voyou de rue, l'avoir traité, oubliant, nonobstant que celui-là a des milliers de partisans, il a des sympathisants, il a des amis, il a des alliés, il a une famille. Laquelle famille, d'ailleurs, vous avez vu tout élément, s'est levé pour dire, mais quand même, trop, c'est trop, il faut arrêter. Et quelque temps après, on nous dit non, il n'y a rien. Son corps n'a jamais violé, mais franchement, qui cherche, qui en veut à son corps? C'est la question que moi je pose au fait. Et à cette question-là, je vous renvoie à un de ces discours où il demandait à une nation de lever son genou de leur cou. Et cette nation-là, c'est la France. Et là, il y a encore ce paramètre-là qui vient à régler par les Sénégalais. Les Sénégalais n'ont pas encore dit, ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ils attendent le moment venu pour faire savoir à cette nation-là que trop, c'est trop. Et enfin, je vais vous dire de manière claire sur scène, la jeunesse à laquelle nous nous appartenons, cette jeunesse patriotique-là, elle ne baissera pas les bras. Son coup en premier. Et il n'a même pas intérêt lui-même à baisser les bras parce que ils ont tiré le bouchon trop loin. Il y a eu des morts. On ne peut pas être fier d'être chef d'État, d'appartenir à une nation à laquelle on a endeuillé un certain nombre de familles. On ne peut pas être clair, on ne peut pas être fier, on ne peut pas être heureux d'appartenir à une nation à laquelle, n'est-ce pas, crépit des armes tous les matins sous prétexte d'un troisième mandat qui n'est pas constitutionnel. On ne peut pas être heureux, on ne peut pas être gouvernant d'un pays comme le Sénégal, une grande nation avec un vaillant peuple, quand on sait qu'on a la capacité de faire la paix et qu'on est décidément demeuré téméraire. Pour cela, la jeunesse à laquelle, patriotique à laquelle j'appartiens, lance un appel vibrant, patriotique et nationaliste, panafricaniste à tous les jeunes de ma génération pour demander la démission du président Macky Sall. Et plus jamais des individus de son acabit au pouvoir. Il va falloir faire très attention aux dirigeants que nous choisissons. Si vous choisissez les mauvais, mais souffrez qu'il vous arrive ce qui vous arrive là. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Nous savons que le discours d'Ousmane Sonko est axé sur pas de base militaire dans son pays, donc le Sénégal, pas de francs CFA, pas d'emprise impérialiste sur l'économie sénégalaise. Et vous pensez que c'est cela qui lui vaut tout cet acharnement? Mais tout à fait. Et moi, le doute est levé dessus. Hein. Je suis un panafricaniste et le discours panafricain, n'est-ce pas que nos leaders ont prôné à l'époque, je ne les cite pas, ils sont nombreux, c'est le refus du dictat, le refus des bases militaires, n'est-ce pas, l'imposition qui nous est faite par rapport à cette monnaie nazie qui est le franc CFA, et enfin la capacité pour nous de choisir nos dirigeants, mais de manière libre. Et voire même au plan politique, avoir la capacité, n'est-ce pas, à faire le choix de nos engagements et de nos partenaires. Il faut en finir avec tous ces dictats. C'est pour cela qu'un président comme le président Ousmane Sonko balaie du revers de la main les accords coloniaux, le dictat colonial, et surtout ne s'inscrit pas, n'est-ce pas, dans cette mesure-là, ceux-là qui viennent au pouvoir, pour en jouir et laisser le peuple dans la misère. C'est pour cela que vous voyez cette jeunesse déterminée, n'est-ce pas, c'est le cas au Mali, c'est un peu le cas en Guinée, c'est le cas au Burkina Faso où les jeunes sont déterminés et coagulés derrière leur président. C'est le cas aussi au Centre-Afrique. Donc, souffrez que d'autres voient cela aussi comme, comment je peux vous expliquer ça,
comme un phénomène de contagion. Si jamais Ousmane Sonko venait au pouvoir et il a d'ailleurs dit, il dit la première décision que je prends, j'envoie des soldats sénégalais au Mali pour aider mes frères maliens à combattre le terrorisme. Alors, pour ceux qui financent le terrorisme, souffrez quand même que je ne sois pas vu de bon oeil. Et pour ceux qui ont les manettes, n'est-ce pas, qui sont des spécialistes, n'est-ce pas, dans le tripatouillement de nos constitutions, et dans l'éternisation au pouvoir de certains potentats, mais je ferais que Ousmane Sonko soit, n'est-ce pas, un homme à part. Mais tenez-vous, chers frères, tenez-vous tranquille, on ira jusqu'au bout. Vous iriez jusqu'au bout. Merci, El Hadj Souleymane Hamzat. Vous êtes président du mouvement patriotique de la jeunesse panafricaine. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions, mais surtout d'avoir été disponible pour nous et pour nos téléspectateurs. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et C'est que, messieurs, nous voici donc arrivés à la fin de cette émission. Souleymane, probablement que vous avez un mot de la fin que je peux vous accorder quelques 2 secondes, c'est cela? ben écoutez, c'est que du bonheur. Hein. Ça a été toujours un bonheur renouvelé, fraternel, patriotique, d'être toujours sur votre plateau de grande facture, n'est-ce pas? Je convie les Africains du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, de toutes catégories socio-professionnelles et fonctionnelles à s'abonner à votre page et s'inscrire, n'est-ce pas, dans le débat, ce débat-là de renouveau panafricain qui aspire, n'est-ce pas, à refuser le dictat, à refuser les monnaies de singe, à faire en sorte que l'Afrique soit gouvernée par les Africains et pour les Africains. C'est un plaisir éternel d'être à vos côtés, de débattre des problèmes liés à l'Afrique. Et comptez sur moi, ce ne serait pas monnaie, ça ira jusqu'au bout. Et encore une fois, merci de m'avoir convoqué sur cette thématique. Plaise à Dieu que le peuple sénégalais, n'est-ce pas, dit-on, la voix du peuple est la voix de Dieu, puisse face à Macky Sall et que les bénédictions divines soient. Merci beaucoup, Souleymane Hamzat. Je rappelle que vous êtes président du mouvement patriotique de la jeunesse panafricaine. Merci d'avoir répondu à nos questions. À vous aussi, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait pour être prévenus de toutes nos prochaines productions. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.